Dans la partie contrôlée de Donetsk, l'une des unités les plus élites de la Russie, le Rubicon, opère silencieusement. Ce sont les plus grands experts en matière de systèmes sans pilote, en particulier dans l'utilisation et le développement de drones qui sont devenus une partie essentielle de leurs opérations. Ils ont mis des années à développer cette capacité et pour la Russie, elle n'est pas facilement remplaçable. Mais en une seule nuit, tout a changé. Une base secrète que l'Ukraine n'était pas censée connaître a été touchée et détruite. Et avec cela, la dynamique de la guerre aérienne en Ukraine a soudainement changé. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup, ce n'est pas simplement la perte d'une installation, l'impact est bien plus profond. Parce que le Rubicon ne concerne pas seulement le lieu, mais aussi les personnes qui s'y trouvent. Des experts, des opérateurs et des personnes compétentes qui ne sont pas faciles à remplacer. Le 18 mars, les forces d'opération spéciales de l'Ukraine ont annoncé avoir mené une frappe en profondeur à Donetsk. À l'aide de drones à longue portée, ils ont frappé la base même du Rubicon, ainsi que le centre de contrôle et de coordination des unités de drones russes dans la région. Cela signifie qu'ils n'ont pas seulement détruit un bâtiment. Ils ont frappé le centre même de l'opération. C'est l'endroit où les attaques de drones sont contrôlées et planifiées. Et ce qui est encore plus surprenant, ce n'est pas seulement une affirmation. Une vidéo a été publiée montrant l'impact exact des drones sur la cible. Il est clair que l'Ukraine a atteint un endroit qui aurait dû être protégé par la défense aérienne. Et c'est là que la question importante se pose. Comment ont-ils découvert l'emplacement ? Si la base est secrète, cela signifie que la Russie a essayé de la cacher. Cela veut dire qu'il y a une faille dans la sécurité. Des informations ont fuité. Et dans la guerre moderne, l'information est l'une des armes les plus importantes. On ne sait pas encore clairement combien il y a eu de victimes, et il était probable que la Russie ne l'admettra pas. Mais une chose est sûre, le coup est dur. Parce que la perte d'une unité de ce genre n'a pas seulement un effet sur une seule journée de combat. Cela a un effet à plus long terme sur la capacité de la Russie à Donetsk. Et si c'est le centre de leurs opérations de drones qui a été touché, cela signifie qu'ils n'ont pas seulement perdu de la puissance. C'est toute leur opération qui a été retardée. En un instant, ils ont perdu un atout qu'ils avaient mis longtemps à bâtir, et la dynamique du combat aérien a aussitôt changé. En presque une minute, la vidéo a montré à quel point l'attaque était précise et intense. Cela a commencé par des images en noir et blanc, provenant directement de la caméra d'un drone ukrainien, alors qu'il s'approchait de la cible. C'était direct, sans détour, et ça a touché aussitôt. Après le premier impact, la vue est passée à un autre drone. Celui-ci se dirigeait vers la même installation. Et cette fois, la cible était déjà en train de brûler. Mais ce n'était pas encore fini, car l'attaque s'est intensifiée. Le drone suivant a foncé directement sur le même bâtiment, le frappant de plein fouet. Cela signifie que ce n'était pas une frappe unique. Ils ont frappé le même endroit à plusieurs reprises. Une attaque coordonnée qui a vraiment assuré la destruction de la cible. Différentes parties du complexe ont également été touchées une à une, et à chaque impact, on pouvait voir l'aggravation des dégâts. Il y a plus de feux et plus de bâtiments sont affectés. Ce n'est pas simplement une attaque contre une base. Ils ont frappé le centre même des opérations de drones de la Russie à Donetsk, et c'est la raison pour laquelle l'effet est si important. Le Rubicon n'est pas une unité ordinaire, c'est l'élite. Ce sont eux qui ont les meilleurs opérateurs de drones de Russie. Ce sont eux qui ont organisé et centralisé la guerre des drones, passant d'anciens groupes dispersés à une structure coordonnée et soutenue par l'État. Ce sont eux qui forment les pilotes et développent également la technologie. Ils sont responsables des frappes qui touchent non seulement les lignes de front, mais aussi l'arrière, comme la logistique et les systèmes radars de l'Ukraine. Ils ne se contentent pas simplement d'utiliser des drones, ce sont eux qui changent la façon dont ils sont utilisés dans la guerre, mais aussi compétents soient-ils, ils ont toujours besoin d'une base. Ils ont besoin d'un endroit où ils contrôlent, planifient et mènent leurs opérations. Et c'est précisément ce que l'Ukraine a frappé. Maintenant que le centre de contrôle a été détruit, l'unité ne pourra pas reprendre ses opérations immédiatement. Ce n'est pas si facile de remplacer ce qui a été perdu, et il n'est pas non plus facile de rétablir la coordination. Pendant qu'ils essaient de se remettre, l'Ukraine a un avantage car il est probable qu'ils surveilleront déjà où iront les membres restants de l'unité. Quand Rubicon construira une nouvelle base, elle pourrait redevenir une cible. En une frappe, ils n'ont pas seulement détruit. Ils ont également réduit la pression subie par leurs propres unités de drones et, temporairement, la capacité de la Russie à attaquer depuis les airs a diminué.
Rubicon n'est pas simplement une unité de drone. Selon The Kyiv Independent, leur principale mission est de traquer et de cibler les opérateurs de drones ukrainiens. Cela signifie qu'ils ne font pas qu'attaquer. Ils détruisent la capacité de l'Ukraine à utiliser des drones et ils ont été efficaces dans ce domaine. En seulement quelques mois pendant l'année 2025, le nombre de leurs frappes est soudainement passé de centaines à des milliers par mois. Cela signifie qu'ils se sont renforcés rapidement et sont aussi rapidement devenus un problème pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, Rubicon est une énigme. À l'intérieur, il est impossible de voir en ciblant directement leurs bases et leurs centres de contrôle. C'est le problème du Rubicon en 2026. À l'intérieur même de l'unité, des fissures commencent à apparaître. Il y a des soldats qui n'acceptent plus ce qui se passe. L'un des plus grands exemples est la défection d'un opérateur de drone d'élite. Cet homme s'appelle Miroslav Simonov. À l'origine, il n'était pas soldat. Il était auparavant un professionnel de l'immobilier, mais il a été contraint d'entrer dans l'armée à cause de la conscription. On lui a donné 2 choix, aller au front ou travailler dans une unité logistique. Il a choisi l'option la plus sûre, mais il s'est retrouvé quand même à Rubicon. Il a essayé de s'enfuir, mais il a été attrapé. En guise de punition, il a été envoyé au front comme soldat d'assaut. Au lieu de continuer à se battre, il a pris une décision. Il a contacté le programme ukrainien qui aide ceux qui veulent se rendre. Il a marché plus de 10 km pour s'approcher et se rendre. C'était une démarche dangereuse, mais il l'a quand même faite. C'est ainsi que s'est terminée son expérience au sein de l'armée russe. Mais il a vu quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Alors qu'il était récupéré par les forces ukrainiennes, un autre soldat russe a été capturé et blessé. Au lieu de l'abandonner, un soldat ukrainien l'a porté pour le sauver. Une scène simple, mais pour Simonov, c'était quelque chose de très important. C'est là qu'il a vu la différence entre les 2 camps. Et au milieu de tout cela, le problème de la Russie s'aggrave encore plus. Ce n'est pas seulement à cause des frappes de l'Ukraine, mais aussi parce qu'au sein même de leur propre groupe, il y a des gens qui commencent à se détacher. Et lorsque la pression extérieure s'ajoute à l'affaiblissement intérieur, c'est là que commence la véritable chute d'une unité. L'Ukraine a vraiment besoin d'une nouvelle approche. Car selon l'ancien béret vert américain Brian Pickens, la plupart des cibles importantes dans la guerre actuelle se trouvent entre 30 et 100 km. Ce n'est pas sur la ligne de front et ce n'est pas non plus très en profondeur. C'est au milieu, l'endroit où la Russie cache ses moyens les plus importants. C'est ici qu'ils placent les systèmes protégés par la guerre électronique. C'est sur eux qu'ils comptent pour maintenir leurs opérations. Et c'était autrefois un problème pour l'Ukraine. Ils pouvaient attaquer sur la ligne de front et aussi à longue distance, mais au milieu, ils manquèrent de moyens. Et c'est là que la Russie avait l'avantage. Parce qu'en usant les moyens de première ligne avec des troupes sacrifiables, les équipements plus importants à l'arrière restèrent en sécurité. Mais maintenant, cela a changé. Les drones autrefois exclusivement russes, comme ceux de Rubicon, sont désormais accessibles à l'Ukraine. Et ils ne se contentent pas d'en avoir, ils les utilisent efficacement. Ils combinent des informations plus claires avec la capacité de frapper précisément des cibles dans les zones occupées. Ils ne sont plus limités et ne manquent plus de moyens. Leur équipement est désormais complet. Il existe des drones de première ligne, de moyenne et de longue portée, chacun ayant un rôle distinct. Et lorsqu'ils sont combinés, ils contrôlent mieux le cours du combat. Et ce n'est pas qu'une supposition. On peut le voir dans les chiffres. Selon le Kyiv Post, les attaques de l'Ukraine ont augmenté en 2026. Rien que pendant la première moitié de mars, ils ont déjà mené une douzaine de frappes majeures à moyenne et longue portée. Et si ce rythme continue, ils dépasseront leur ancien record. Non seulement les attaques augmentent, mais les essaims deviennent aussi plus importants. Avant, il n'y avait que 50 à 70 drones par attaque, mais maintenant, cela atteint 100 à 200. Ils sont donc plus puissants, mieux organisés et plus difficiles à stopper. Et surtout, ils sont presque à égalité avec la Russie en ce qui concerne le nombre de drones à moyenne et longue portée utilisés. Cela veut dire que ce n'est plus à sens unique. La Russie n'est plus la seule à avoir cette capacité. Maintenant, ils ont tous les deux cette capacité. Et c'est là que le point le plus important entre en jeu. L'Ukraine est maintenant capable de mener des frappes comme celles qu'ils ont réalisées contre Rubicon. Ce n'est pas un coup de chance et ce n'est pas un événement isolé. C'est le résultat d'une capacité qu'ils ont développée petit à petit. Une capacité qui leur permet maintenant de frapper même des endroits qu'ils ne pouvaient pas atteindre auparavant. Et lorsque cette capacité est utilisée de façon continue, il devient encore plus difficile pour la Russie de cacher ses équipements précieux.
Car à ce stade, il n'y a plus vraiment d'endroit sûr. Il y a seulement quelques mois, il y avait une zone de sécurité claire pour la Russie. Tant que leurs équipements précieux se trouvaient à quelques dizaines de kilomètres derrière la ligne de front, ils étaient confiants. On ne pouvait pas les atteindre facilement, ils n'étaient pas exposés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'idée que l'arrière soit sûr a disparu. Et la Russie le ressent. L'Ukraine, ce n'est pas juste qu'elle possède plus de drones. Ils changent aussi leur façon de les utiliser. Ils ont repris l'idée des essaims de drones que la Russie utilise depuis longtemps. Mais ils ne se sont pas contentés de copier. Ils l'ont amélioré et l'ont combiné avec des informations plus précises. Grâce à cela, les cibles ne sont plus frappées au hasard. Ce qu'ils frappent maintenant, ce sont les moyens militaires les plus importants. Ceux qui ont le plus grand impact. Et c'est là qu'un autre coup dur entre en jeu. Ce n'est pas seulement Rubicon qui a été touché. Même la capacité aérienne de la Russie a été affectée. Le 16 mars, des drones ukrainiens ont volé à l'intérieur de la Russie jusqu'à Ulyanovsk. C'est loin, à environ 800 km de la frontière. Cela signifie qu'ils ne touchent non plus seulement les zones frontalières, mais aussi l'intérieur même de la Russie. C'est là qu'ils ont frappé Aviastar SP. C'est une installation importante qui fabrique et répare des avions militaires lourds. Ce n'est pas une simple usine. Elle fait partie de celles qui soutiennent les opérations aériennes de la Russie. Lors de cette frappe, des aires de stationnement et abris pour avions ont été atteints. Mais plus important encore, la capacité de la Russie à produire et à entretenir des avions a été touchée. Cela inclut les avions cargo, les avions de transport et les avions ravitailleurs. Tous sont essentiels pour le déplacement des troupes et du matériel. Lors d'une attaque, 3 éléments essentiels sont touchés en même temps. Le transport, la logistique et le ravitaillement aérien. Et ce n'est pas tout. Le lendemain, le 17 mars, une autre frappe a été menée. Cette fois, la cible était la 123e usine de réparation d'avions à Novgorod. Il s'agit d'une installation spécialisée dans la réparation et la modernisation des avions de transport militaire. Cela signifie que si la première frappe a touché la production, la suivante a visé la maintenance. En d'autres termes, même les avions existants auront plus de difficultés à être réparés et remis en service. Et encore une fois, il y a des preuves. Il y a des photos montrant que les drones ont frappé. C'est le véritable effet de la stratégie combinée de drones à moyenne et longue portée de l'Ukraine. Ils ne frappent pas que sur le champ de bataille. Ils frappent l'ensemble de l'opération ennemie, de la production à la réparation jusqu'au déploiement. Et quand ceux-ci sont touchés, ils ne sont pas remplacés ni récupérés immédiatement. À chaque frappe, la capacité de la Russie à se déplacer, à assurer son ravitaillement et à poursuivre ses opérations diminue progressivement. Et c'est là qu'une chose devient claire. Le combat aujourd'hui ne consiste pas seulement à savoir qui a le plus d'armes, mais qui peut le plus rapidement affaiblir les capacités de l'adversaire. La cible frappée par l'Ukraine n'était pas choisie au hasard. Elle a été soigneusement sélectionnée. L'usine touchée possède sa propre piste d'atterrissage. Cela signifie qu'elle peut accueillir de gros avions directement à l'intérieur de l'installation. Il n'est plus nécessaire de transférer les avions vers une autre base, car ils peuvent être réparés directement sur place. À l'intérieur, il y a des hangars utilisés pour réparer et entretenir différents types d'avions militaires russes. Cela inclut l'Il-76, utilisé pour le transport, ainsi que des avions plus petits ayant des rôles utilitaires. Cela signifie que ce n'est pas simplement un atelier de réparation ordinaire. C'est une partie essentielle de toute la capacité aérienne de la Russie. Maintenant, à cause de 2 frappes consécutives, les 16 et 17 mars, il s'est clairement passé quelque chose. L'Ukraine n'a pas négligé les frappes en profondeur, même si elle a ajouté des capacités à moyenne portée. Elle fait les deux en même temps. Alors qu'ils frappent des cibles dans les zones occupées, ils frappent aussi à l'intérieur même de la Russie. Et ici, l'impact devient encore plus lourd car les 2 cibles qu'ils ont choisies sont toutes les 2 importantes pour l'armée de l'air. La première a touché la production et la seconde a touché la réparation. Cela signifie qu'on ne peut plus fabriquer de nouveaux avions et qu'il sera aussi plus difficile de réparer rapidement les avions existants. En conséquence, la capacité de la Russie à soutenir ses propres troupes a progressivement diminué. Si l'attaque contre Rubicon visait à affaiblir la capacité des drones, ces 2 frappes ont quant à elles touché la logistique, car le transport aérien est l'une des parties les plus importantes des opérations militaires. C'est ici que l'équipement est transporté, que les troupes sont déplacées et que les opérations dans différentes zones sont soutenues. Lorsque cela est affecté, ce n'est pas immédiatement visible au début. Mais avec le temps, les effets finiront par se faire sentir. Il y aura des retards, il y aura un manque de fournitures, l'équipement qui devrait être en première ligne n'arrivera pas. Les soldats qui devraient déjà être envoyés sont bloqués,
Et quand cela arrive, l'attaque sur le front s'affaiblit. Les unités deviennent plus vulnérables. Les pertes augmentent. Et plus cette situation dure, plus la Russie a du mal à maintenir son élan. Parce que même s'ils envoient d'Ossand des soldats de remplacement, s'ils manquent d'entraînement et ne sont pas prêts, ils ne pourront pas immédiatement remplacer les capacités perdues. Dans l'ensemble, on peut voir un schéma clair. L'Ukraine ne frappe pas seulement les soldats, il frappe contre tout ce qui soutient les soldats à l'arrière. Et lorsque cette logistique est détruite, toute l'opération s'affaiblit progressivement. L'une des raisons pour lesquelles des unités comme Rubicon sont devenues si importantes, c'est parce que la Russie n'a pas su utiliser correctement ce qui aurait dû être leur grand avantage dans les airs. Sur le papier, leur force est supérieure. Ils ont plus d'avions et plus de ressources. Mais en réalité, cela ne s'est pas manifesté. Selon les données du ministère des Finances d'Ukraine, des centaines d'avions et d'hélicoptères ont déjà été perdus par la Russie depuis le début de la guerre. Des équipements valant des milliards de dollars ont été perdus. À cause de cela, ils ont été forcés d'éloigner leurs avions du front. Ils ne peuvent plus s'approcher aussi facilement. À la place, ils utilisent désormais des missiles et des bombes planantes depuis une distance plus éloignée. C'est plus sûr et contrôlé, mais aujourd'hui, même la distance autrefois jugée sûre change. Parce que si l'Ukraine sait où se trouvent les avions ou les installations, ils peuvent désormais les atteindre. Et c'est exactement ce qu'ils ont démontré lors des frappes qu'ils ont menées. 2 installations liées aux avions ont été touchées. Les 2 ont brûlé et la capacité de la Russie dans les airs a été affectée. Et ce n'est pas simplement la perte d'un bâtiment. L'impact est bien plus profond. Parce que la Russie fait face à un problème bien plus grave. Leur secteur de l'aviation s'affaiblit peu à peu. Il y a des incidents qui le démontrent. Il y a des avions qui se sont écrasés et des pilotes qui sont morts, même sans être en situation de combat réel. Il y a des dysfonctionnements qui se produisent alors que l'avion est encore dans le hangar. Cela signifie qu'il y a un problème de maintenance et un problème de qualité. Et l'une des principales raisons de cela est le manque de pièces détachées. À cause des sanctions, ils ne peuvent plus facilement obtenir des pièces critiques. Donc même s'ils ont des avions, tous ne sont pas opérationnels ou en bon état. Si les usines de réparation et de fabrication sont aussi touchées, la situation empire encore. Il ne s'agit plus seulement des avions endommagés. Même les pièces détachées et tout ce qui est nécessaire pour les maintenir en état de marche. Et lorsque l'approvisionnement en pièces détachées est interrompu, même les avions restants finiront par être hors service. C'est un effet plus discret mais bien plus grave. Ce n'est pas évident au début, mais avec le temps on le ressent vraiment. Le nombre d'avions baisse progressivement, leur capacité à opérer s'affaiblit aussi peu à peu. Et c'est ici que l'on comprend mieux pourquoi l'Ukraine cible ce genre d'installation. Ce n'est pas seulement pour ralentir la Russie, mais pour affaiblir définitivement sa capacité à combattre dans les airs. Lorsque le soutien aérien disparaît, les soldats au sol rencontrent plus de difficultés. Quand on en arrive au point de prendre des pièces d'un avion pour en réparer un autre, cela signifie qu'il y a une grave pénurie d'approvisionnement. Ce ne sont pas seulement les pièces. C'est pourquoi la Russie, en ce moment, démonte ses propres avions juste pour en faire fonctionner d'autres. C'est comme sacrifier l'un pour que l'autre survive. Et l'Ukraine le sait. Et ils en profitent. Ils n'ont pas seulement frappé une cible importante à Donetsk. Ils ont aussi fait la même chose à Ulyanovsk et à Staraya Russa. 3 endroits différents mais un seul effet, l'affaiblissement de la capacité aérienne de la Russie. En ce moment, les composants d'avions en Russie valent prendre presque autant que l'or. Ils sont difficiles à remplacer et à obtenir. S'ils sont endommagés ou perdus, on ne peut pas les remplacer tout de suite. Chaque frappe de l'Ukraine sur ce type de cible n'est donc pas un simple dégât. C'est une réduction directe de la capacité de la Russie. Et plus le temps passe, plus cela pèse de plus en plus lourd. Parce que l'Ukraine combine différents types d'attaques. Ce n'est pas qu'une seule méthode. Il combine des frappes à moyenne et longue portée. Pendant que les bases dans les zones occupées sont touchées, le territoire même de la Russie est également frappé. Et pendant que des unités de drones comme Rubicon sont détruites, la force aérienne s'affaiblit également à cause de la perte de capacité de production et de réparation. Une série de frappes successives, une stratégie qui affaiblit progressivement toute la force de l'ennemi, et ce n'est pas encore fini. Pendant que tout cela se passait, l'Ukraine a lancé l'un de ses plus grands raids de drones. Et cette fois, ce ne sont plus seulement des bases ou des installations qui sont visées, mais le centre lui-même, Moscou. Et c'est là que la bataille va vraiment s'intensifier. Et quand cela s'est produit, le niveau du combat a changé. Il ne s'agissait plus seulement de la ligne de front ou des zones proches du conflit.
C'est arrivé au point où même la ville la plus importante de la Russie n'est plus en sécurité. Lorsque Moscou a été touché, le message de l'Ukraine était clair. S'ils peuvent atteindre le centre du pouvoir, il n'y a plus aucun endroit qui puisse être considéré comme hors de portée. Et il ne s'agit pas seulement de dégâts matériels. L'impact est encore plus grand sur l'esprit des gens. Lorsqu'un pays n'est plus capable de protéger sa propre capitale, le sentiment de sécurité change. Ce ne sont pas seulement les militaires qui sont affectés, mais aussi les gens ordinaires et la confiance envers le gouvernement. Dans une telle situation où la Russie est obligée de s'adapter, elle doit déplacer ses ressources et renforcer la défense à l'intérieur du pays. Il faut installer davantage de systèmes de défense aérienne dans des villes comme Moscou. Mais chaque système déplacé là-bas a un coût, car cela réduit la défense dans d'autres endroits. C'est ici que l'on voit le véritable effet de la stratégie de l'Ukraine. Ils ne se contentent pas de frapper la cible, ils forcent aussi la Russie à diviser son attention et ses ressources. La Russie doit choisir où concentrer ses efforts. Sur la ligne de front, sur les bases et la logistique, ou à l'intérieur même du pays. Et où qu'il regarde, il restera des faiblesses. Plus le temps passe, plus il devient difficile pour la Russie de contrôler la situation. Parce qu'il n'y a plus un seul problème. Il y a des combats sur la ligne de front, des frappes à l'arrière, des attaques à l'intérieur du pays, et il y a aussi la pression économique ainsi que celle venant de leur propre rang. Dans une telle situation, même le pays le plus puissant finit par s'épuiser sous une pression constante. Pas immédiatement, mais petit à petit. Et c'est exactement ce que fait l'Ukraine. Il ne compte pas seulement sur une grande bataille, mais sur une série de coups successifs qui affaiblissent progressivement l'ennemi. Et à mesure que cela continue, une chose devient de plus en plus claire. Le combat ne concerne plus seulement la force ou la quantité d'armes. Il s'agit de savoir qui peut s'adapter le plus rapidement, planifier le plus clairement et continuer malgré une pression constante. Et au fil du temps, qu'est-ce ça ? Les effets de ce type de combat deviennent plus apparents. Cela ne se voit pas immédiatement en un jour ou en une semaine. Mais lorsque chaque coup, chaque cible touchée et chaque capacité diminuée sont additionnées, l'équilibre change progressivement. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui a le plus de soldats ou le plus d'armes. Ce qui compte le plus maintenant, c'est qui peut trouver la meilleure façon d'affaiblir l'ennemi. À chaque attaque contre les bases, les installations et les parties cruciales des opérations, l'Ukraine montre qu'elle peut contrôler où et quand elle va frapper. Elle ne se contente plus de réagir. C'est eux qui dictent maintenant le cours du combat. Et quand c'est toi qui dictes le rythme de la bataille, l'ennemi est obligé de suivre. Ils doivent s'adapter même s'ils ne le veulent pas. Ils sont obligés de dépenser plus de ressources juste pour essayer de rattraper la situation. Mais pendant qu'ils font ça, ils ne font que s'épuiser davantage. Ils ont encore plus de mal à maintenir le même niveau d'opération partout. Et c'est là que la direction du combat devient claire. Ce n'est pas un changement soudain, mais un transfert de contrôle lent mais continu. Et lorsque l'adversaire n'arrive plus à suivre le rythme du changement, il devient alors difficile de rétablir l'équilibre d'avant. Voyons voir.